Allez, on est live. Bonjour à tous, bienvenue sur Facebook Live. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Morgiane Achache. Et moi d'être avec Romain Seix. Oh là là. C'est la classe. En fait, comme je le disais dans la petite description sur la cover, en fait, t'es une des premières à qui, il y a 1 an, on était en train de bouffer les sushis. Et je te disais, j'ai tellement envie de pouvoir être sur mon canapé et échanger avec des gens et le partager avec d'autres et ce serait vraiment très cool. Et voilà, je suis super content de l'avoir fait. Et du coup, je suis pas content de t'inviter parce que du coup, comme ça, tu vois le résultat et j'espère que ça va te plaire. En fait, la chance qu'on a avec toi, Morgiane, c'est qu'on va pouvoir parler des médias. À chaque fois, j'essayais de parler d'autres sujets et de pas rentrer moi dans ma zone de confort qui était purement les médias. Et je me suis dit, à un moment donné, il va falloir qu'on en parle de l'innovation média. T'es en plein dans ma zone de confort à moi aussi. Alors, du coup, c'est hyper bien. On va pouvoir passer une bonne heure ensemble. Ouais. L'idée, c'est que c'est un sujet absolument énormissime. Donc, évidemment, on n'aura pas le temps de parler de tout. Mais on va essayer de trouver des sujets. Puis surtout, on va essayer de s'intéresser à comment est-ce c'est quoi un média aujourd'hui, et quelles sont les pistes pour se développer et comment est-ce qu'on arrive à la fois comme un grand groupe avec Le Monde, mais à la fois comme un média traditionnel, quelles sont les pistes pour se développer. On a prévu quelques vidéos du coup pour voir un peu quelques grands médias ou quelques lieux d'innovation, voir un peu comment eux, quel est leur point de vue en fait pour innover. J'ai une question à 4 milliards de dollars pour commencer. C'est quoi un média ? C'est une très bonne question. Alors j'ai pas dit, Morgiane, pardon. Ouais, tu travailles au Monde. Ouais. Et du coup, tu t'occupes de l'open innovation. Moi, je travaille au Monde et pendant longtemps, j'étais product manager. Donc, je m'occupais des projets, que ce soit mettre en place tout ce qu'il faut pour les élections en 2012, pour mettre plein d'autres choses en place. Plein de projets, les décodeurs, lancer les décodeurs il y a quelques années, voilà. Et donc depuis 1 an quasiment en fait, j'ai lancé un projet au Monde qui est plutôt un projet groupe. J'ai eu la chance de pouvoir essayer de le faire, ça reste de l'expérimentation, qui s'appelle l'accélérateur. Okay. Et l'idée de l'accélérateur, c'est l'idée d'essayer de mettre en place de l'open innovation à l'intérieur d'un groupe comme Le Monde, qui compte à la fois des plutôt des gros médias, on dira, comme Le Monde, mais aussi Courrier, avec une rédaction plus petite, qui compte Rue89, l'Obs, La Vie, Télérama, le Huffington Post, voilà. Donc plein de médias différents. Que c'est le groupe Le Monde, donc il y a Le Monde c'est dedans, à l'intérieur du groupe Le Monde. Okay. Comment est-ce que tu arrives à mettre en place de l'innovation verte ? En tout cas, pour moi, l'innovation passe pas par forcément l'innovation technologique ou de produit, mais passe aussi par de la collaboration, passe par des moments d'échange, passe vraiment par plein de choses différentes. Et comment est-ce que tu arrives à la culture numérique ? Comment est-ce que tu arrives à amener aussi de la culture numérique à l'intérieur à des populations qui sont différentes ? Donc, essayer d'amener ça depuis plusieurs mois. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de numérique et de technologie avec des startups et compagnie, avec surtout de la techno, avec des lieux. Mais des fois, c'est très éloigné des gens. C'est très éloigné des gens et surtout on oublie le point principal qui est juste les gens en fait et comment est-ce qu'on arrive à les amener dans une dynamique et comment est-ce qu'on leur fait passer ce virus-là pour que du coup ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font et qu'ils trouvent des nouvelles solutions eux-mêmes. Et ton virus il passe aussi par la compréhension. Il y a beaucoup de choses qui sont de la compréhension. On va peut-être parler tout à l'heure de réalité virtuelle. Ouais. C'est quoi ? Comment ça marche ? On peut parler des chatbots. Voilà, il y a plein de modes comme ça au fur et à mesure dont on parle dans les médias beaucoup. À un moment, ça a été les chatbots à fond, ça a été voilà. Et en fait, c'est déjà essayer d'expliquer à toute une population, c'est quoi, comment ça marche, à quoi ça pourrait servir, comment les gens l'utilisent. Oui, mais on n'est pas techno, donc comment est-ce qu'on pourrait faire les choses avec des partenaires ? Enfin voilà, il y a toutes ces idées-là de réussir à faire comprendre aux gens comment les choses fonctionnent et quelles sont ces espèces de buzzwords que tu as un peu de temps en temps et ces espèces de modes que tu as un peu de temps en temps. L'année dernière, c'était le data journalisme. Ouais, c'est ça. Oh ouais, c'est ça. C'est vrai, il y a comme ça des époques. C'est quoi le buzzword de cette année ? Il y a eu chatbot pendant longtemps. Ouais. Le chatbot était chatbot, réalité virtuelle, réalité augmentée. Essayer de faire comprendre aussi la différence entre les deux. Voilà, il y a plein de... tout l'aspect Snapchat, Stories d'Instagram. Et après, voilà, Stories, Instagram, Snapchat. Et puis là, cette année, il y a aussi beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos avec, certes, Snapchat avec la vidéo verticale, mais aussi Facebook avec le Facebook Live. Il y a eu Periscope pendant un temps. Avant, il y a eu Mercat. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça qui, en fait, arrivent et dont tout le monde parle. Et qui restent parfois 1 mois, 2 mois, 1 semaine. On voit à gauche à droite des médias qui essaient de justement faire des choses avec, essayer d'expérimenter. Puis des fois, ça fait un peu rêver, mais au fond, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ça marche derrière. Donc l'idée, c'est que je puisse aussi démonter un peu ces choses un peu buzzword. Un peu ces mythes, pour mieux comprendre comment ça marche. Comment ça c'est amusant, il y a Raphaël
qui travaille au groupe Centre France et qui fait plein de trucs hyper cool. Raphaël, j'aime beaucoup ce que tu fais, je dois te le dire. Ouais, j'ai hâte de te rencontrer. Et en fait, c'est vrai qu'il le dit, il dit voilà, en fait, l'innovation c'est bien, mais ça va bien au-delà de la R&D. Apprenons à tester avec les gens. Et c'est ce que tu disais. Moi, j'ai envie que alors, je sais pas si on a le droit d'en parler du coup de toute l'aventure Snapchat que vous avez eue. On peut en parler un peu. Ok. Ça m'intéresse parce que du coup, on en parlait juste avant du coup de prendre l'antenne, où tu racontais comment finalement, avec des courtes sessions, tu avais réussi finalement à mettre des gens dans la boucle et faire en sorte que. Ouais, c'est pas très difficile en fait. Parce que pour faire court, Snapchat en fait, donc quand des médias décident d'avoir sur la partie Discover de Snapchat un channel comme Melty, comme Le Monde, comme d'autres, il faut qu'il y ait une équipe qui soit dédiée, donc c'est quand même un investissement important pour un média. Tout à fait. Et effectivement, on le disait, sur des journalistes ou sur des marketeurs ou sur des populations effectivement qui ne connaissent pas forcément ces nouveaux médias, et ça se comprend parce qu'il y en a un à peu près tous les 3 jours. Comment vous avez réussi, vous, à tester, à faire en sorte de les incentiver ou les développer un peu l'excitation autour de ça? Alors, juste pour répondre, c'est pas la question, c'est la remarque de Raphaël. Ouais. Je suis assez d'accord avec lui pour dire que, en fait, pour moi, l'innovation ouverte, c'est pas une cellule de R&D dans un coin qui fait des choses, qui est la meilleure du monde et qui ensuite essaie de dire aux autres dans l'entreprise, coucou, on est là, regardez ce qu'on a fait, on est les meilleurs du monde. Ouais. C'est vraiment, ça vient des gens. Et ça vient des gens quand on leur laisse parfois un peu de temps pour réussir à... Du temps et de l'espace. Ouais, à libérer un peu leur créativité, du temps et de l'espace, rencontrer des gens, s'imprégner de choses. Enfin voilà, il y a tout ce travail-là qui pour moi est le travail qui est vraiment nécessaire pour réussir à avancer. Pour parler de Snapchat, en fait, la petite histoire qui est vraiment très simple, très courte et qui pourrait se faire partout ailleurs par rapport à la marque Le Monde, c'est que l'année dernière, on a eu les gens de Snapchat qui sont venus nous voir. Donc, ils sont venus voir la direction de la rédaction en racontant l'envie de partir sur un Snapchat Discover français. Donc, c'était à peu près, je crois que c'était fin octobre, début novembre, à peu près dans la même période. Pour ceux qui peut-être connaissent pas trop, Snapchat Discover, c'est vraiment une partie dans Snapchat où les médias... Voilà. Tu as des médias américains qui se sont lancés il y a quelques années, donc enfin il y a quelques années, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans maintenant. Oui, c'est ça en fait, ça n'a pas 10 ans Snapchat. Non, ça n'a pas 10 ans. Genre un truc comme ça où tu as l'impression que c'est depuis 10 ans. Ça. Et donc, non, ils se sont lancés il y a 2 ans. Donc il y a Mashable, il y a CNN, Vox. Il y a Vox qui s'est lancé fin d'année dernière. Voilà, il y a plein de médias qui font en fait une édition tous les jours. À eux de dire si c'est une édition du matin, du soir, c'est eux qui choisissent l'heure. Mais ils créent une édition grâce à l'outil de Snapchat. Et ils publient l'édition. Et donc l'idée, c'est de réussir, enfin l'idée qu'a Snapchat derrière, c'est de réussir à justement, avec son public de teenagers de 18 à 24 ans, de réussir à les amener vers l'infomédia. Et donc ça marchait aux États-Unis, même si les chiffres restent des chiffres Snapchat, voilà, il y a toujours un peu le culte du secret sur pas mal de data. Donc ils se sont dit, on a envie à la fois de s'installer en France, et puis ce qu'ils ont fait finalement il n'y a pas longtemps, et puis à la fois de lancer Snapchat Discover en France. Et donc là, ils sont passés ils ont fait un peu la ronde, j'imagine, ils ont passé dans plein de médias, ils sont passés chez nous. Et donc il y a ce gros point d'interrogation quand un Snapchat comme ça qui vient chez toi, qui te parle de Discover, et qui te dit, voilà, on aimerait bien se lancer, pourquoi pas avec vous, voilà. Mais finalement, ils sont pas là pour donner les ingrédients, pas là pour donner la clé, juste là pour dire, ce serait possible. Mais à vous de nous challenger. Ça veut dire qu'ils sont presque en situation de force par rapport à un groupe comme Le Monde, en disant, nous on lance, vous suivez ou vous suivez pas. C'est un peu ça ou pas? Ouais, il y a un petit côté comme ça. Il y a un vrai côté comme ça. C'est pareil pour d'autres. Enfin voilà, avec les médias, c'est souvent comme ça, même s'ils ont besoin des médias aussi. Oui, c'est ça. Mais les médias sont assez larges pour réussir. Et nous aussi poser des conditions pour réussir à ne pas avoir de concurrence directe à l'intérieur de Discover. C'est vraiment de nouveaux partenaires de diffusion pour des médias. Avant, ils avaient l'imprimerie. Mais dont on ne sait pas finalement si on va réussir à atteindre un objectif qui sera atteint les 18-24 ans et avec des ressources humaines. Donc c'est une prise de risque. Donc il y a effectivement ce côté prise de risque. Donc on peut passer énormément de temps autour de la table à discuter, à savoir est-ce qu'on est capable de le faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le faire, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir, c'est quoi une snap, donc juste une carte. Donc, dans une édition, il y a une quinzaine de cartes. C'est quoi, comment tu le fais, quel outil tu as pour le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un peu comme si on avait un PowerPoint qui défilait. C'est comme si tu avais un journal finalement. C'est comme si tu avais un journal avec 10 snaps ou 15 snaps qui correspondent à chaque page de ton journal, mais des pages que tu pourrais déplier à la verticale en fait, si tu le souhaites, ou juste avoir la page principale. Donc il y a vraiment ce côté un peu comme ça. Et donc là, j'ai travaillé avec Michael Chadowski, et avec Michael, on s'est dit, en fait, on va lancer une Snapchat Academy. Et donc pour réussir à se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le faire, et réussir à ne pas passer des mois et des mois ou des semaines à discuter, et à ce que ça nous passe sous le nez si ça devait nous passer sous le nez, ou enfin voilà. Donc on s'est dit, on va lancer ça.
Donc ça a été, quand je dis Snapchat Academy, c'est juste un petit nom qu'on a donné. Faut pas avoir derrière un énorme truc qui prend du temps aux gens, qui est compliqué à mettre en place, qui prend du temps en général. L'idée, c'était pas ça du tout. On l'a fait en 2 semaines. La première semaine, en fait, la fin de la première semaine, on a discuté avec Snapchat pour comprendre un peu Discover, comment ça fonctionne et tout, parce qu'à la fois sur les chiffres et à la fois sur comment est-ce que ça fonctionne, ce qu'on voit de Vox, de CNN ou de Bashable, voir comprendre un peu. Donc on a discuté avec eux, ça a été la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de discuter avec les autres. Donc on a pris contact avec CNN, avec Mashable, avec Vox, qui ont des stratégies complètement différentes. CNN, ils ont une dizaine de personnes à peu près, voire peut-être même parfois un peu plus, entre 10 et 15 personnes. Pour faire du Snapchat. Voilà, pour chaque jour faire du Snapchat. Vox, ils sont 4. Mais tu vois la différence, c'est que CNN, ils reproduisent un journal chaque jour, donc vraiment une édition du jour, alors que Vox, ils analysent un fait d'actualité. Donc ils rentrent dans un fait d'actualité chaque jour avec des cartes et en mettant l'article complet à la fin. Donc il y a un côté anticipation qui est plus simple du côté de Vox que du côté de CNN. Donc on commence à décortiquer tout ça, à raconter aux uns aux autres ce que c'est Snapchat Discover, comment ça fonctionne, quel genre de public est dessus aussi. Et donc après, la deuxième étape, ça a été de travailler sur le back-office. Et donc finalement de demander à Snapchat de nous raconter comment est-ce que ça marche et tout. Alors on a passé on a passé notre week-end chacun de notre côté, Mickaël et moi, à bidouiller un peu de temps, à comprendre comment ça fonctionne, à comprendre un peu les failles aussi. Et puis après, on a monté, le lundi matin, on a monté une réunion avec 2 équipes. Donc on est allé choisir 4-5 personnes dans chaque équipe. Des gens, soit journalistes vidéo, designers, community manager. Enfin voilà, on est allé un peu des gens des décodeurs, des gens de Pixel. Voilà, on est allé chercher un peu des profils qui, selon nous, pouvaient être intéressés par les sujets et pouvaient être un peu Snapchatters. Et donc, on les a réunis en fin de matinée un lundi matin en leur disant, ben voilà, on a ça, on a une possibilité, mais on ne sait pas quoi faire. Donc en fait, on a envie que vous essayiez de faire des choses dessus. Donc en fait, tu laisses des temps. C'est ça. Une demi-journée, tu me disais. Ben alors là, voilà, typiquement, on a fait avec eux quelque chose de très simple. C'est une réunion pour raconter ça, pour lancer les équipes qu'on avait déjà formées. Un point pour faire pour comprendre en fait le back-office avec les gens de Snapchat, une demi-heure, pas plus. Et puis après, on leur a donné, on les a aidés un peu dans le démarrage. Moi j'ai fait un petit atelier d'1 heure et demie sur quel genre de format on pourrait sortir. Et puis après, on a fait 2 demi-journées. Une pour l'équipe A, une pour l'équipe B. Un vendredi matin pour l'équipe A, un mardi après-midi pour l'équipe B. Et l'idée, c'était à la fin, ils nous présentaient leur édition de Snapchat Discover Le Monde. En fait, pourquoi je voulais parler de Snapchat, c'est que je trouve que tu me l'as raconté vraiment juste avant qu'on prenne l'antenne. Et je trouve ça vraiment génial, en fait, en termes de méthodo, pour comprendre finalement ton job. C'est mettre le pied à l'étrier. En fait, alors c'est mettre le pied à l'étrier. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est finalement d'aller là où personne ne va et se dire... En fait, on va développer une culture un peu start-up. En fait, c'est quasiment comme si tu avais ton... Ouais, c'est un prototype en fait. Et c'est ça. Et en fait, c'est se dire, on teste des choses, on voit, on avance. Là où en fait, je pense qu'effectivement, quand on est dans une entreprise ou dans un groupe qui est déjà structuré, qu'on parle de digital, souvent le problème, c'est on a toujours ce truc, en tout cas, il y a le souvenir de se dire « Ah oui, mais attends, en fait, je me souviens quand on a fait le site internet de la boîte, ça a duré 4 ans. » Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait peur. Voilà. C'est pour ça que quand je parle de Snapchat Academy, les gens voient un truc où j'ai mobilisé 8 personnes pendant 2 semaines, et c'est pas le cas. Les gens se sont mobilisés eux-mêmes. Il y a une équipe qui s'est mise sur Slack pour un outil de conversation collaborative, de chat, pour discuter au fur et à mesure, se donner des idées sur les sujets et tout. Il y a une autre équipe qui s'est vue pendant 3 jours au petit déjeuner, le matin, avant de commencer, en se disant quel sujet on pourrait faire. Chacun a organisé en fait sa vie comme il le voulait dans ces moments-là. Et le seul moment, c'était vraiment de leur prendre une demi-journée de leur travail pour réussir à sortir un numéro 0. Puis après, expliquer à la direction, c'est quoi, comment ça marche, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà les problèmes qu'on a rencontrés avec le back-office, parce qu'on en a rencontré pas mal, voilà le genre de profil qu'il nous faudrait dans l'équipe Snapchat si elle doit vivre, et quel nombre de gens il nous faudrait. Donc c'est un gros panorama. En plus, en t'appuyant sur des données que tu as pu tester, que tu as pu expérimenter, et du coup tu n'es pas là en train de dire je pense qu'il faudrait ça. C'est vraiment on a vu avec l'expérience que c'était ça. Parce que juste pour terminer là-dessus, tu as vraiment ce mythe un peu. Tu dis Snapchat, Discover, il doit avoir un outil de back-office de malade. Tout le monde me dit ça, ah ouais, il doit être génial et tout. En fait, il est un peu américain, c'est-à-dire que les datas sont là, tout ce qui est analyse de données, est-ce que les gens ouvrent, est-ce qu'ils partagent, tout ça c'est en place. Par contre, le back-office éditorial est pas terrible. C'est-à-dire que quand tu choisis ça a peut-être changé depuis quelques mois, mais quand tu choisis de mettre une image, il faut que tu héberges ton image quelque part, que tu récupères l'URL de ton image et que tu la mettes dans le back-office, dans ta Snap. Donc tu vois, ça c'est un travail. Donc tout le workflow,
il est vraiment à réfléchir en amont pour te dire comment est-ce que tu fais une édition qui est quand même un peu rapide à faire, parce que on l'envoie à 17h30, 18h à peu près. Donc comment est-ce que tu le fais? Donc ça, tester ça, finalement, c'est aussi se dire, en fait, on casse le mythe, c'est pas si génial que ça se back, et voilà les failles qu'on a eues, et voilà comment on pourrait mettre un workflow en place pour réussir à du coup, à avancer. On va passer déjà à héberger des vidéos quelque part, et des photos. Ou des photos quelque part et tout. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, je vais revenir à la toute première question. C'est quoi un média? Oui, c'est ça en fait. Mais ça m'intéressait de parler de Snapchat, parce que du coup, ça permet de rentrer dans le bain directement et de bien comprendre. Parce que finalement, aujourd'hui, un média, on voit... C'est compliqué en fait de définir un média, parce que le moindre un peu mec un peu idiot qui se fout devant une caméra et qui se met sur Facebook Live, du coup, je sais pas de quoi tu parles. Est-ce que c'est un média? Est-ce que c'est pas un média? Les youtubeurs, est-ce que c'est des médias? Qu'est-ce qui définit un média? C'est sa plateforme, c'est son audience, c'est sa production, c'est... En fait, je trouve que la question est très compliquée et je ne répondrai pas. Non, je ne saurais pas y répondre. En fait, je ne saurais pas, tu vois, te dire un média, c'est absolument ça. Déjà parce que j'aime pas les certitudes. Et deuxièmement, parce qu'en fait, on évolue au fur et à mesure. Tu peux avoir 3 personnes, tu vois, par exemple, média que j'aime beaucoup, l'imprévu, ils sont pas beaucoup. Donc ils ont un site et ils partagent des contenus. Ça, voilà, c'est un média. Est-ce que quelqu'un qui va filmer dans la rue, donc on retourne au grand débat du journalisme citoyen d'il y a quelques années, ou journalisme participatif aussi, est-ce que quelqu'un qui va filmer dans la rue une manifestation ou qui va se mettre comme le jeune homme qui s'est mis en périscope, je crois, sur Nuit debout, est-ce que lui est un média en lui-même en fait? Donc pour moi c'est une question assez large où je suis pas sûre qu'on puisse un jour mettre des critères derrière le mot média. Te dire ça fait de toi ou de l'équipe un média en fait. Je pense que derrière le mot média, il y a le côté médium, donc le côté partage. Et c'est ça qui prime sur le reste selon moi. Ah, c'est joli, je trouve, comme définition. C'est-à-dire qu'un média, finalement, c'est un outil de partage, avant tout. Quoi qu'il se passe avant, quoi qu'il se passe après, ça peut être en plus sur plein de sujets. Ça peut être des experts qui racontent des choses. Enfin, voilà, il y a un site dont je me souviens plus du tout le nom qu'on m'a présenté il y a pas longtemps. C'est un site qui rassemble tout ce qui est publication de chercheurs en journalisme. Et donc ça, pour moi, c'est un média. Mais voilà, on parle pas d'actu, on parle pas on parle d'une expertise, on parle d'un thème, et il y a des gens qui écrivent et qui partagent leurs publications dessus, quoi. Alors il y a un média. Est-ce que Medium est un média? C'est moi qui pose les questions. Pardon, désolé. Il y a un média qu'on regarde beaucoup, tous à peu près, c'est BuzzFeed. Parce qu'il a une histoire assez incroyable, où il commence avec des chats trop mignons et tout le monde clique et machin. Tous les journalistes plus traditionnels disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas un média ?» Et tout d'un coup, ils se mettent à faire du média, ou en tout cas du journalisme qualitatif en parlant de sujets beaucoup plus sérieux. Le New York Times sort c'est pas le New York Times qui l'a sorti, c'est plus une fuite d'un document où le lab New York Times dit en fait BuzzFeed ils ont tout compris parce qu'ils ont réussi à casser des barrières. J'ai juste pris 45 secondes d'interview en fait du directeur de BuzzFeed où en fait, alors c'est en anglais, désolé, j'ai eu des remarques la semaine dernière pour dire c'est en anglais, on n'a pas la traduction. T'as pas sous-titré? Non. En gros, ce qu'il raconte, c'est leur 45 secondes, concentrez-vous, il parle très doucement. En gros, ce qu'il dit, c'est en fait un média aujourd'hui, c'était pas qu'une entreprise qui produit des contenus, mais c'est aussi une entreprise, une boîte tech quasiment. Et ça m'intéressait de voir ce levier-là en fait, de se dire finalement aujourd'hui. Un média qui est sur Internet, est-ce qu'il doit devenir une boîte tech? Est-ce qu'il doit s'entourer de partenaires? Et le parti pris de BuzzFeed, c'est se dire, aujourd'hui, ça doit être une boîte tech. Donc, on l'écoute et puis on regarde juste après. So we made a decision several years ago now to build a company in a way that most publishers weren't structured, which is to build our own CMS, to build all our own data science, to build all our own tools, to build all the kind of optimization, and we called this a vertically integrated model. And most other publishers at the time were using WordPress or Drupal or some CMS, and they were outsourcing recommendations to things like Outbrain or Taboola, and they were sort of putting together a bunch of tools from a bunch of different places to make their site, and then they would contribute the writing and sometimes even use wire services to sort of fill in the content, and that was sort of what publishing companies were. We made the decision to build everything ourselves, or as much as we possibly could, full stack. On va éviter les échos. On voulait remercier Sylvain
qui a mis un super commentaire. Il dit, moi j'aime bien la définition de McLuhan. Le médium, c'est ce qui prolonge un sens. Donc la radio prolonge la voix, la roue prolonge les jambes. Et le média, c'est tout le contenu qui peut transiter sur un médium, de la musique, de la radio et compagnie. Donc effectivement, cette notion... Il y a ce côté médium et les médias qui... de créer un fil et de faire en sorte de pouvoir interfacer des communautés, des gens, Merci Sylvain, c'était mes cours de journalisme. Mais c'était bien de le rappeler, c'est vrai. Il y a quand même des grands chercheurs qui ont bossé là-dessus. BuzzFeed. Hyper intéressant. En fait, BuzzFeed, ce qu'on a très vite compris, c'est que c'est devenu une boîte tech assez vite. Ce qu'il dit dedans, c'est que finalement, aujourd'hui, les médias s'entourent énormément d'acteurs techniques pour avoir son CRM, pour avoir ses data, pour avoir... Et eux, ils se sont dit, on va les créer nous-mêmes et on va développer des actifs de la boîte pour comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est un site internet. C'est un peu comme si à l'époque, un média achetait son imprimerie elle-même et imprimait elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, en faisant du LOL, en faisant des petits chats et compagnie, ils ont réussi à avoir un trafic énorme, à faire beaucoup d'A/B testing, à avoir une base de données extrêmement importante. C'est ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils maîtrisent extrêmement bien leur audience, et ça veut dire qu'ils peuvent aller sur des sujets plus complexes sans perdre leur audience. Et ça, c'est un vrai parti pris. C'est pas tant sans perdre leur audience, mais en comprenant comment leur audience réagit par rapport au changement de virage qu'ils peuvent faire en fait. Exactement. Et je trouve ça intéressant en fait ce combat sur la tech parce que c'est pareil, il y a quelqu'un qu'on va recevoir dans pas longtemps, Damien Mandacteur, et Pierre Romera qui donnait des cours de dev à Sciences Po. Et j'ai lu plein de papiers de personnes qui disaient mais un journaliste est là pour informer, qu'est-ce que ça veut dire, ces jeunes qui commencent à apprendre du développement, il y a un truc bizarre en fait, il y a une espèce de confrontation un peu comme à l'époque avec le contenu et le marketing. Il y a un peu le côté contenu texte n'a rien à voir, pourquoi est-ce que les mecs bossent ensemble? Comment est-ce que toi tu vois cette connexion entre ces deux corps de métier? Et alors on l'a dit un peu avant, c'est un peu moite-moite quoi. Un peu d'accord, un peu pas d'accord. En fait, je pense qu'il y a des choses, pour donner l'exemple du Monde, par exemple, il y a des choses qu'on fait maison. On va le dire, c'est vraiment Made in Le Monde. Et il y a des choses pour lesquelles on a besoin de partenaires. Je pense qu'il y a une moitié-moitié dans ce qu'on fait et dans les différentes directions dans lesquelles on va, parce que on n'a pas forcément toute la connaissance. Moi, je suis pas très fan du tour d'ivoire, on sait tout, donc on s'équipe, on sait faire les choses, on n'a pas besoin des autres et on n'a pas besoin de s'enrichir à travers les autres. Voilà. Et je suis pas du tout fan de cette. C'est pour ça qu'on est là et qu'on discute d'ailleurs. Je suis pas du tout fan de cette approche. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on arrive à avancer parce qu'en fait. Un des meilleurs exemples, c'est le back-office. Donc le back-office au Monde a été maison depuis très longtemps. Il s'appelait le 7 au début. Et depuis 2 ans, il a changé. Ouais, le 7 comme le chiffre 7. Et depuis 2 ans, il a changé. Il s'appelle le 8. Et donc, c'est une grosse évolution. Et voilà. Et donc ce back-office-là, il a été créé en interne par une équipe. Qui a pu pendant 2 ans vraiment comprendre les besoins, les ratés de l'ancien, qu'est-ce qu'on devait garder, comment on devait le faire, vraiment qui était dans les locaux pour faire ça. Une équipe composée de développeurs, d'UX, de chefs de projet. Et donc cette équipe-là, elle a vraiment travaillé avec les différents corps de métier, avec les différents journalistes, avec les éditeurs, avec les correcteurs, avec des gens qui ne font pas la même chose dans un back-office. Et donc pour le construire au fur et à mesure, et ça c'est une vraie richesse. Quand tu peux le faire, quand tu as les moyens financiers de le faire, c'est aussi pour ça que je parle d'échanges aussi avec d'autres boîtes, on en parlera après, mais quand tu as les moyens financiers de le faire, c'est une énorme richesse parce que tu arrives à avoir cette flexibilité après. Tu arrives à facilement mettre des chiffres dans ce back-office. Tu arrives à facilement créer tout ce qui est alerte. Facebook arrive, Twitter arrive, tu as un autre média ou un autre réseau social demain qui arrive et tu vas pouvoir faire des alertes dessus, tu peux le mettre assez rapidement. Enfin voilà, il y a une espèce de flexibilité comme ça qui est intéressante parce qu'on ne va pas avoir un outil clé en main qui va forcément correspondre à tous les besoins de la boîte. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé comme... C'est quelque chose d'assez riche que de s'équiper de cette façon-là, sur ce genre de produit-là, qui est le cœur, vraiment le cœur d'un média comme Le Monde, son back-office. Après, il y a d'autres choses. Il y a tout ce qui est... nous, on a un outil qu'on utilise depuis 1 an maintenant, qui s'appelle EcoBox, qui est un outil qui permet en fait d'analyser. C'est un outil d'aide à la publication sur les réseaux sociaux. Donc c'est un outil utilisé par les community managers de plusieurs titres du groupe qui permet en fait, l'outil analyse les conversations de tes followers à un temps T. Toi, tu fais une queue avec une liste avec ce que tu veux mettre en ligne sur Facebook ou sur Twitter. Et puis l'outil sait analyser les conversations du moment parmi ce que disent tes followers et publie au bon moment. Donc il y a ce côté un peu aide à la publication. Donc ça, c'est des outils qui sont quand même assez perfectionnés et qu'on n'arriverait pas à faire ou qu'on mettrait un temps fou à faire avec des moyens assez dingues. Donc c'est pour ça que je suis entre les deux, parce que je pense qu'il y a des choses, je parle même pas de la data,
Je parle même pas de l'A/B testing. Aujourd'hui, le monde travaille avec Chameleon pour faire des tests A/B. Mais voilà, il y a plein d'acteurs comme ça qu'on va aller voir. Alors le test A/B, pour faire simple, c'est vous prenez 2 pages différentes, qui est la même page avec un élément qui change, et ça vous voyez si et vous voyez lequel clique le plus ou lequel, et du coup celui qui a le meilleur taux de clic ou le meilleur taux ça dépend de ton objectif. Ouais. Du coup, c'est celui-là qui est mis en avant. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'effectivement, BuzzFeed a un média très intéressant et a tout en natif, je dirais. Et donc ça, c'est intéressant de le voir comme ça. Par contre, de notre côté, je pense que tu as une partie qui est native, on a tellement compris des choses avec le back-office que c'est naturel de le faire soi-même et on a la chance d'avoir les moyens de le faire soi-même et de le rendre flexible après. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on est pauvre en fait, en connaissances ou en expertise, enfin voilà, et on a besoin d'autres. Ça ne veut pas dire que demain, l'A/B testing, on va le faire que par Chameleon. Peut-être que demain, on le mettra en fait, après avoir appris, après avoir compris comment l'utiliser, après avoir appris ce que tu peux en faire, on le mettra dans l'outil, dans l'outil maison. Okay. Mais il y a vraiment ce côté où je pense qu'il faut aussi se nourrir de l'extérieur, se nourrir de ce que les gens peuvent apporter en termes d'outils, parce qu'un outil, ça peut tout et rien faire, en fait. C'est vraiment ce côté-là. Donc, qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu cherches derrière ça? Et qu'est-ce que tu veux analyser? Donc là, en ce moment, c'est effectivement le vrai sujet, c'est la data, comme tu le disais avec BuzzFeed, qui a été un des précurseurs là-dessus, à s'équiper vraiment avec énormément d'outils d'analyse pour comprendre ce que font les gens, comment ils le font, et vraiment comprendre ça en profondeur. Là, on est... Pour nous, dans une année, on est en train de se transformer par rapport à ça. Mais pour se transformer, on a besoin d'aller chercher la connaissance et l'expertise ailleurs. Surtout, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que on reproche souvent aux médias, surtout aux médias plus traditionnels, de ne pas travailler avec l'écosystème startup parce que c'est des temporalités différentes, parce que c'est... Et finalement, c'est assez intéressant de dire, en fait, entre guillemets, on reproche ça. Et en même temps, on a très envie de bosser avec des startups parce que finalement, on a besoin de cette richesse, on a besoin de ce partage, on a besoin de comprendre, on a besoin C'est ça qui est compliqué. Ouais. Parce qu'on n'est pas non plus dans les mêmes temps. Un temps, en tout cas, comme la marque Le Monde, ça peut aller vite, comme ça peut aller beaucoup moins vite parce qu'il y a plein de projets, il y a de l'actu aussi qui fait que ça ralentit les choses. Parfois, quand il y a des gros événements, on se concentre là-dessus et il y a beaucoup de projets qui sont un peu mis de côté. Donc il y a vraiment un temps qui est propre finalement à nous et des startups qui ont un temps qui est pas du tout le même. Ecobox, au début, pour raconter, ils sont venus nous voir et ils avaient un début d'outil. Vraiment un début de quelque chose. Et l'idée, ça a été d'échanger, qui nous montrent leur outil, qui nous permettent de le tester, et puis qu'on puisse échanger avec eux. Et donc, je prône assez ça, le fait de ne pas dire je prends ton outil et c'est parti, et je paye chaque mois, et puis on se verra dans 6 mois pour voir comment ça avance. Mais vraiment, de se dire c'est un vrai échange. Et donc là, tu vas mettre ton outil à toi dans les mains de quelqu'un qui est la première des cibles. Et donc, comment ce quelqu'un l'utilise, comment est-ce qu'il a besoin de ça, est-ce qu'il a besoin de changer ça, est-ce qu'il a besoin... Voilà. Et ça a été un gros échange entre Ecobox et les social media éditeurs. C'est-à-dire que tu ne te considères pas comme prestataire, mais plus comme partenaire. Ouais, il y a vraiment ce côté partenaire. Je pense qu'il y a des outils sur lesquels on est prestataire, comme plein de médias. Après, moi, je prône plutôt le côté, vraiment la relation de partenariat. Un autre partenariat, ça a été Scribble Live, même si c'est une énorme boîte. On a travaillé sur la refonte. Pardon. Scribble Live, c'est un outil, c'est un back-office qui te permet de faire du live. Donc c'est un outil qui est utilisé par beaucoup de médias en France comme à l'étranger. Avant, on avait une petite boîte qui s'appelait Cover It Live, qui en fait était lancée il y a 5 ans, je crois à peu près. Et donc cette petite boîte, on s'est matché avec eux, mais c'était pour le coup une relation client. Donc on était chez Cover It Live, ils faisaient des évolutions, on profitait de ces évolutions, puis un jour il s'est plus rien passé, et puis Cover It Live a été racheté par Scribble Live. Donc là, il y a 2 ans, quand on a choisi de refondre le live, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un outil maison ou est-ce qu'on va chez un nouveau prestataire finalement? L'outil maison, c'est du temps. C'est de la robustesse aussi. Il faut vraiment, quand tu fais un live et que tu as des millions de personnes sur le live, il faut être sûr que les choses fonctionnent. Donc c'est vraiment un gros cadrage technique. Cette année-là, on n'avait pas du tout les moyens en termes humains de faire ce propre outil. Donc on s'est dit, on va essayer de benchmarker, de comprendre. Et la relation que j'ai eue sur ce projet-là avec Scribble Live était vraiment une relation de partenaire. Parce qu'on leur a expliqué ce qu'on voulait, comment on le voulait, qu'ils nous ont raconté leur outil, qu'en fait, ils nous ont montré même à l'avance l'évolution, les différentes phases d'évolution de l'outil. On va rajouter ça, là on va faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ils nous ont ouvert des bêta-tests pour essayer aussi l'outil futur dans un autre environnement. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté relation.
Et quand il y a 2 ans, on a refondu le live, la première des choses, ça a été de discuter avec eux toutes les semaines. Donc j'avais calé un call avec eux tous les mardis pour pouvoir leur dire, bah là, voilà, on a mis ça en place, on est passé par l'API, enfin, voilà, leur raconter un peu ce qu'on fait, comment on le fait, leur montrer aussi ce qu'on fait, comment on le fait. Eux, c'est intéressant parce que ça transforme leur outil avec des besoins qui sont les nôtres, mais qui sont finalement les besoins de tous leurs clients. En termes de data, c'est énorme. Parce que du coup, et en termes de data, c'est super intéressant pour eux. Ils apprennent sur l'ergo et sur la data et sur les besoins de leurs utilisateurs, ils apprennent beaucoup. Pourquoi je t'emmène sur le sujet de l'écosystème et de travailler avec les autres parce que en fait, il y a un incubateur que j'adore qui se trouve à San Francisco qui s'appelle Matter. Et en fait, juste pour voir le logo de Matter, pour que vous compreniez, ça c'est leur cover sur Facebook. C'est la passerelle. C'est la passerelle en fait. Et en fait, ce que je trouve assez génial, c'est que ça a été un des premiers, donc passerelle entre Google et entre le New York Times par exemple. Et en fait, ça a été un des premiers à se dire, et ben fondamentalement, donc eux, ils venaient pas de San Francisco, ils se sont dit, on va monter un accélérateur de start-up média. Mais du coup, on va aller dans l'endroit où il se passe des choses, où il y a une excitation, où il y a une effervescence, où aussi il y a des moyens pour pouvoir développer avec des. Et en fait, donc c'est des batchs donc ça va être à la 5e ou 6e saison maintenant, avec beaucoup de personnes. Et en fait, ce qu'ils expliquent, et on va voir une petite vidéo, c'est à quel point c'est important d'être connecté avec des acteurs et à quel point en fait c'est obligé aujourd'hui de travailler en relation avec eux. Et là par exemple il y a une petite vidéo où ils découvrent en fait le lieu dans lequel ils vont bosser et donc ça se passe à Google et ça se passe à San Francisco. I launched Matter 4 years ago. We knew that San Francisco was not going to be the only place that we would be. We've had our eye on New York City. And for something like Matter, which is all about media innovation and all about communities, the ability to link the community in San Francisco and Silicon Valley with the media community in New York City is going to make 1 + 1 greater than 2. Sometimes we forget in technology that physical space really matters. So much of our life is spent on email and online, and so much of our technology is built by teams working remotely, and that's great. It's one of the powers of technology. But in reality, physical space is so important to help startups collaborate. A lot of times it's the serendipitous meetings you might have, bumping into somebody in a cafe, learning from somebody in the moments where you're not having a structured meeting or a structured period of time. And I think to have that physical space in New York, just down the street from the biggest media companies in the world, is a powerful way to take advantage of geography as a key component of growing your startup. It's within our space, within our 4 walls, that we're able to create our culture through the interactions that we have. And it's also within our space where we can convene our community. Our 150 plus mentors who come here give feedback to our entrepreneurs so that they can be successful applying what they learn in those interactions. Culture and community, space is what brings them all together. Alors, c'est ce qu'on se disait. On a l'impression d'être un peu des dinosaures quand on voit ça. Il y a un petit côté un peu préhistorique, effectivement. Mais il a quand même gagné au Shifumi. À un moment donné, tu peux avoir une barbe comme ça et gagner au Shifumi. C'est quand même assez incroyable. Non, pourquoi je voulais vous montrer ça, c'est juste parce que c'est intéressant de voir que finalement, on en parlait au tout départ en fait. Quand on parle de R&D, quand on parle d'innovation, quand on parle finalement avant tout c'est de l'humain. C'est comment est-ce qu'on connecte des gens ensemble, comment est-ce qu'on fait en sorte de développer des lieux où les gens veulent collaborer, où ils se sentent bien, où ils sont heureux, où ils vont pas au boulot, mais ils vont plutôt... Ou emmener des gens dans ces lieux-là. Exactement. Tu as aussi ce côté-là, depuis janvier, en fait, avec l'accélérateur, on fait plein de formats différents. Ça peut aller de la veille à la conf, mais aussi à des hackathons, à des workshops, à d'expériences qu'on a fait avec les lecteurs. Et donc, dans tous ces moments-là, à part la conférence, pour plein de raisons, dans tous ces moments-là, on est complètement allé à l'extérieur. On est allé les emmener au lab d'Unibiodemco dans le Nord. On est allé les emmener dans plein d'endroits différents. Et on est allé à l'école 42 pour faire une journée avec tous les designers du groupe. D'accord. Les faire travailler une journée l'année dernière, fin d'année dernière, avec Courrier International. Donc l'idée c'était de dire à quoi pourrait ressembler Courrier International sur le site mobile et de faire travailler des gens qui font le même job, dans le même groupe, mais parce que ce sont aujourd'hui des lieux différents. Donc l'Obs c'est à Bourse, le Courrier et Télérama sont à côté de la BNF, Le Monde est dans le 13e. Ces gens ne se connaissent pas du tout. Et pourtant, ils font le même métier, ils ont peut-être des tips à se partager. Enfin voilà, ils ont besoin de ça. Et cette journée-là, justement, à l'école 42, le fait de le faire ailleurs, de leur faire rencontrer des gens qui travaillent dans le même groupe, qui ont le même métier qu'eux, je pense que c'est assez enrichissant. Ouais, complètement. Alors c'est vrai que c'est intéressant
de mixer les lieux, de mixer les profils. Ouais. Et finalement, c'est drôle de se dire que en fait, c'était le tout départ de l'écosystème un peu start-up, c'était de faire juste des événements, de se rencontrer, de travailler ensemble. Est-ce que selon toi, tout le modèle des startups aujourd'hui et tout presque l'écosystème financier et compagnie peut être calqué sur le monde des médias? Est-ce que selon toi, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est un peu précurseur de développement de communauté et de décloisonner un peu les choses pour aller de l'avant, créer des médias et se développer pour que du coup on ait un max de médias, un max de gens qui ont envie de faire des choses? Je pense que tu as ce côté-là, et tu le sais avec ce que tu as fait dans le passé, mais il y a ce côté-là où il peut y avoir des gens qui se rencontrent à un moment donné, qui ont des expertises différentes et qui ont envie de monter quelque chose. Et qui construisent ce quelque chose en peu de temps, parce que tu n'as pas besoin de tonnes de temps pour créer un média aujourd'hui. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui fait la richesse de ce qui se passe aujourd'hui. Par contre, dans un média comme Le Monde ou comme n'importe quel autre média qu'on peut connaître, je trouve ça compliqué d'être média et incubateur. Pour moi, c'est pour ça que c'est un très bon exemple. Effectivement, des médias qui sont incubateurs, il y a beaucoup de médias qui ont essayé. Et je pense que c'est pas notre métier, c'est pas notre expertise, c'est pas notre métier. Et si demain je prenais un peu de mètres carrés dans l'immeuble du Monde et je faisais venir des startups pendant des mois et des mois et je les faisais travailler sur un truc, ce serait compliqué. En fait, ce serait un vrai métier que je ne sais pas forcément faire. Et puis, ça demanderait un accompagnement de ces gens-là par des gens qui savent ce qu'ils font. Et donc, c'est pas le cas à l'intérieur. En tout cas, on n'a pas ces profils-là à l'intérieur d'un média. Si je te comprends bien, ça veut dire que tu préfères à la limite dire... Et je trouve la formule, justement, du New York Times, Meter et de Google News Lab assez intéressante parce que tu as vraiment ce côté où Meter est au milieu, est une passerelle entre les deux, finalement. Et tu as à la fois... Quand tu es dans Meter, j'imagine besoin à des moments donnés d'échanger avec des gens du Google News Lab sur des problématiques peut-être marketing ou d'autres problématiques. Et puis, tu as de l'autre côté peut-être tes futurs collaborateurs ou des utilisateurs qui sont au New York Times et tu as besoin d'échanger avec eux. Donc moi, j'aime le côté où tu n'es pas figé dans quelque chose, tu es vraiment dans une collaboration globale entre les différents métiers. Donc un incubateur dans un média, géré par le média, je trouve ça effectivement un peu insensé. Double métier, quoi. Double métier, double expertise. Et puis je trouve ça un peu fou parce que finalement, tu fais venir des gens en leur disant c'est génial, tu vas être dans la rédac et tout, c'est génial. Mais en fait, tu as besoin d'un moment de maturité de ton outil pour pouvoir le confronter à la rédac. En amont, il y a plein de sujets, il y a plein de problématiques que la rédaction ou que les métiers qui sont à l'intérieur du média pourront pas t'aider à faire ou t'aider à avancer. Le monde des startups et le monde des médias, c'est pas un truc totalement poreux. Il faut des gens pour faire des passerelles et trouver des moyens de communication pour communiquer dans de bonnes conditions et faire en sorte que chacun s'entende. Ouais, parce qu'en fait, chacun est dans son monde. Donc, tu as un côté où chacun dans son rythme, chacun dans son monde, et ça peut être un peu compliqué. La startup peut penser que le média va passer vite ou pas envie, ou se donne pas les moyens, alors que le média, lui, il est sous l'eau parce que il y a eu plein d'événements qui font que, et il y en aura plein à l'avenir qui feront que. Et puis, à l'inverse, le média peut se dire, elle est gentille la startup, mais en fait, j'ai pas que ça à faire, et puis voilà. Donc, il y a un espèce il faut une espèce d'animateur, de modérateur, de tout ça un peu au milieu. Pour réussir, il faut organiser cette rencontre-là, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. D'accord. J'aimerais qu'on passe sur un troisième temps, qui est plus le côté de, allez, et si on rêvait un peu parce qu'en fait, aujourd'hui, on l'a dit, il y a un peu des buzzwords, on a parlé un peu de Snapchat et Instagram, bon, ça c'est quasiment un peu du classique. On a parlé de chatbots. Mais il y a quand même des trucs qui s'appellent la réalité virtuelle ou ce genre de choses qui sont absolument passionnants. Pour se dire que demain, on n'aura pas des interfaces, on sera d'autres interfaces. Peut-être. On aura des téléphones, on aura... Ouais. Alors, ça qui m'intéresse. et il se développe plein de choses. Facebook, Google, Twitter et les autres sont en train de développer énormément de nouveaux devices. Il y a même Apple avec sa montre et compagnie. Comment ça se passe pour un média de voir tout ça arriver et de se dire il va falloir que je sois présent partout. D'ailleurs, est-ce que c'est ce qu'il faut est-ce que le média doit se dire ça? Je pense pas que le média Est-ce qu'il trouve que c'est une opportunité ou est-ce que ça lui fait peur? Comment est-ce que toi, tu ressens un peu ça? Je pense que ça dépend des médias. Au Monde, l'idée, c'est... Ça dépend des gens. Il y a des gens qui trouvent que, par exemple, sur la montre connectée, l'Apple Watch, on a une équipe mobile chez nous qui a trouvé que c'était une opportunité, qui a commencé à faire des choses. Aujourd'hui, qui fait moins de choses parce que outre l'alerte, il n'y a pas des tonnes de choses à faire sur la montre connectée quand tu es dans un média. En tout cas, peut-être qu'ils n'ont pas encore assez creusé la question, mais voilà, ils ont testé, essayé quelque chose. La réalité virtuelle, c'est pareil. Il y a une partie, côté Le Monde, il y a quelques personnes qui sont passionnées par le sujet,
Parce que naturellement, elles sont passionnées par le sujet. Pas parce qu'on les force en disant, toi, tu vas faire de la réalité virtuelle parce qu'il faut qu'on soit dessus. C'est une histoire d'opportunité. T'as des gens qui ont envie à l'intérieur de la boîte et tu leur laisses un peu de temps pour développer cette envie et pour voir ce qu'ils pourraient en faire, en fait, de cette envie. Et donc ça fonctionne pour les laisser un peu avancer à la fois dans la partie comment est-ce qu'on s'équipe, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les problématiques. On essaye un format, mais en fait, est-ce que ce format, il est le bon? Comment est-ce qu'on pourra raconter telle actualité en réalité virtuelle? Donc, elles ont besoin d'avancer, de réfléchir à ces différentes options. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de leur laisser un peu de temps pour réfléchir à ça. C'est pas tant de les guider, mais c'est de leur laisser le temps. Donc, il y a ce côté aussi, je trouve, sur les buzzwords où on a besoin, je pense que les gens ont besoin de comprendre de quoi on parle. Entre réalité virtuelle et réalité augmentée, moi j'ai plein de gens dans la rédac ou dans d'autres métiers du monde qui connaissent pas vraiment la réalité, la différence, excuse-moi. Et puis t'as chatbot, t'as effectivement plein de mots comme ça qu'il faut décortiquer en fait un peu en amont. Et puis après, les gens qui ont envie de s'en emparer, je pense qu'il faut les laisser s'en emparer un peu à leur rythme et les laisser avancer et leur faciliter à la vie en leur faisant rencontrer des gens ou en leur permettant d'avoir tel ou tel outil à tester à l'intérieur de la rédac, en leur laissant le temps de partir sur un reportage une après-midi et de tester avec la boule en l'air ce que va donner le reportage. Enfin, c'est vraiment du temps et les laisser un peu créer par rapport à leur envie. Je suis pas du tout fan du côté on va mettre une cellule, c'est parti, on a 3 personnes, on va faire de la réalité virtuelle et voilà, et on va s'enfermer pendant 2 ans pour essayer de faire des formats. Et puis cette cellule, en fait, elle sera dans un coin, puis les autres vont la regarder un peu bizarrement, et puis ils sortiront des trucs, mais une fois tous les 3 mois, donc les autres vont dire il fait rien en fait dans cette cellule, c'est un peu bizarre. Donc il y a ce côté un peu décalé. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois quand on regarde face à l'extrême extérieur un média, on se dit pourquoi ils font pas ça et pourquoi. Ah ça je suis d'accord. Même quand t'es à l'intérieur des fois. Mais en fait, c'est intéressant le prisme de se dire finalement, à la fois les usages sont pas forcément là, et notre job c'est d'informer. Et deuxièmement, en interne aussi, on a besoin aussi de comprendre comment ça marche, on a besoin de proximité par rapport au truc. Quitte à ce qu'il y ait des acteurs qui finalement se disent tiens, on va tester des choses et on va voir ce qui se passe. Je fais juste une aparté, je fais des confs tous les mois. Donc dans le cadre de l'accélérateur, il y a des conférences tous les mois. Et on a fait une conférence sur la vidéo avec les gens, les 2-3 personnes qui au monde ont commencé à tester la réalité virtuelle et qui venaient donner un peu les 10 leçons qui au bout de 3 mois d'essai, 3 mois pas intensifs, mais 3 mois à essayer de s'équiper, à essayer de comprendre, à essayer des choses, qui venaient donner un peu les enseignements qu'ils en tiraient. Et ça a enrichi l'Obs, ça a enrichi d'autres titres en fait du groupe parce que les conférences sont pour le groupe. Donc il y a aussi ce côté partage. Tu fais des trucs dans ton petit coin, raconte-les en fait. N'aie pas peur de ça, n'aie pas peur de le raconter, n'aie pas peur de rencontrer des gens pour confronter un peu ce que tu fais, le matos que tu utilises, enfin voilà, tous ces sujets-là. Et je pense que ça marche toujours dans ce côté où tu as quelqu'un qui t'aide à le faire. Tu peux le faire naturellement, mais tu auras toujours tel ou tel sujet qui vient sur toi. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu sortes ça, il faut que tu sortes ce papier-là, il faut que tu fasses telle ou telle chose. Donc, tu as envie de faire de la réalité virtuelle, mais tu n'as pas le temps. Donc, il faut aussi qu'on te permette d'avoir le temps de le faire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, au travers de ce qu'on est en train de se dire, finalement, on passe notre temps à définir ce que c'est l'open innovation. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'open innovation, c'est moi-même, en fait, je suis en train d'analyser le mot qui ressort le plus, en fait, c'est innovation. Alors qu'en fait, je suis en train de me rendre compte finalement que c'est plus open et c'est plutôt faire en sorte que les gens déjà échangent, quitte à ce que collaborent, ensuite échangent, comprennent. Ensuite, il y a l'innovation. Mais l'innovation, je trouve plus non pas dans l'innovation pour l'innovation, mais l'innovation, je trouve dans la capacité à faire en sorte que les gens puissent entre collaborateurs, justement échanger, partager. Et en fait, l'innovation vient pas de l'extérieur en se disant il y a des nouveaux trucs qui arrivent et c'est absolument fantastique, mais elle vient de l'intérieur de se dire il y a des gens passionnés qui ont des pépites, qui ont des talents, et faisons en sorte en interne de les lever et faire en sorte que de les faire se rencontrer. Merci, j'ai compris ce que c'était l'open innovation. Après, c'est ma vision des choses. Peut-être que effectivement dans les textes, il y a peut-être d'autres définitions de l'innovation ouverte, mais pour moi, ça vient vraiment des gens. Et ça vient vraiment du temps que tu peux leur laisser. L'innovation ouverte, il peut y avoir une espèce de traduction qui peut être un peu on picouse les mecs à l'innovation. Mais ça veut dire quoi en fait? Tu les mets dans des environnements, tu les emmènes, je sais pas, tu les emmènes faire le tour de tous les réseaux sociaux, tu vois, pour dire voilà, regardez comment ça marche. Les mecs font c'est fantastique, le monde a changé. C'est comme ce que j'aime pas, c'est-à-dire quand tu vas à des conférences et tu dis ça va être génial, et puis tu vis ta conférence, elle est géniale, et tu rentres chez toi, et tu rentres à ton bureau, et tu rentres derrière ta chaise, derrière ton bureau, et là tu dis ok.
c'était top, mais là je commence à déprimer aujourd'hui parce qu'en fait je suis retournée dans mon travail. Et donc il y a vraiment ce truc de... mettre en place, et je sais pas du tout comment mettre en place voilà, tout ce que j'ai vécu, je sais pas comment le partager. Donc faire le tour des pop-ups, c'est intéressant, tu vois, pour comprendre des choses, mais je pense qu'au fond, c'est plus intéressant d'être dans la place. Et dans cette place-là, d'essayer d'amener de la collaboration, de l'échange, et puis de la méthode aussi, parce que je pense que l'innovation passe par la méthode en fait. D'accord. Et bah c'est hyper intéressant. Je suis scotché un peu en fait, je viens de comprendre un truc, je suis là genre... Mais tu vois, un dernier exemple sur l'innovation, en fait, on pense beaucoup aux produits et à la techno. En se disant, ça c'est innovant, parce que la techno derrière elle est géniale, ou ce produit-là c'est innovant et tout. Et moi je pense que l'innovation passe aussi par la méthode. Par l'idée de se dire comment est-ce que tu organises les choses pour pouvoir te permettre d'avancer. Ton job, c'est pas d'apporter des solutions ni des innovations, mais c'est d'apporter des méthodologies pour que ces innovations se créent et que essayer déjà de comprendre, de montrer aux gens, d'expliquer aux gens. Il y a vraiment ce côté expliquer, ce côté de culture numérique, parce qu'on pense qu'ils sont tous geeks dans la rédaction. Mais non, tu vas avoir, tu comptes sur les doigts de deux mains le nombre de gens qui connaissent les chatbots, savent de quoi on parle, connaissent Snapchat en général. Enfin voilà, il faut raconter. Je suis peut-être dans un média moins jeune, je dirais, que BuzzFeed ou que le Huffington Post ou que d'autres médias comme ça. Mais en tout cas, au monde, il faut raconter aussi les choses, faire comprendre tout ça. Mais je pense que l'innovation passe aussi par la méthode O. Et il y a un exemple qui est en train d'être mis en place depuis le mois de mai au Monde sur la refonte, puisque le Monde va travaille déjà, donc depuis le mois de mai sur la refonte de son site mobile. Donc commence par le site mobile pour pouvoir ensuite travailler sur le site desktop. Et donc cette refonte-là, elle se fait pas avec les méthodes d'hier. Elle se fait avec des nouvelles méthodes. Ça veut dire quoi du coup ? Comment vous mettez en place cette refonte-là ? Ça veut dire que c'est du tâtonnement, qu'on essaye plein de choses, qu'on expérimente plein de choses. Il y a une équipe qui travaille dessus avec à la fois des développeurs, à la fois des gens du UX, à la fois un chef de projet. Quand je dis des, à chaque fois j'exagère parce que c'est souvent un seul des métiers. Donc il y a une UX, un développeur et un chef de projet plutôt Scrum Master. Et donc leur idée, c'est de réussir et on en a beaucoup parlé au début, c'est de réussir à avancer avec une méthode différente, c'est-à-dire de construire le produit au fur et à mesure. C'est peut-être une méthode qu'on connaît très bien dans les startups, mais qu'on ne connaît pas forcément dans les médias. Construire le produit au fur et à mesure, comprendre les usages des gens derrière ce produit-là, qu'est-ce que font les gens, comment ils le font, vers quoi ils ont envie de tendre, sans forcément faire en sorte que ce soit la religion qu'on doit adopter. Mais voilà, essayer de comprendre tout ça, essayer de construire le produit, proposer le produit, continuer à le construire au fur et à mesure. Il n'y aura pas sur cette refonte, il n'y aura pas de grand soir comme on a connu par le passé. En 2012, avant les élections, on a refondu le site du Monde, et c'était 3 mois de travail, avec des équipes aussi pluridisciplinaires. Et puis à la fin de ces 3 mois, tu appuies sur un bouton, et c'est parti, le site est en ligne. Et il y a peut-être la moitié de l'équipe qui ne l'avait pas vu avant. Il y a peut-être une grosse partie de la rédaction qui ne l'avait pas vu avant, ou alors la semaine d'avant. Et puis il y a ce côté, on préjuge d'énormément de choses, parce qu'on le montre pas aux utilisateurs, donc on préjuge que ça va marcher, on préjuge que les alertes en bas, ça va fonctionner, que le petit Google Chat où il y avait le live à l'époque, où tu avais une espèce de boîte qui montait, ça va fonctionner. Enfin, voilà, on préjuge de plein de choses. Et puis on se fait des kiffs aussi, en fait. Il y a eu des côtés comme ça, où sur l'application iPhone, par exemple, il y a des gestes qui étaient des gestes de développeurs expérimentés, mais qui n'étaient pas compris par les utilisateurs lambda, en fait. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc sur cette refonte, il y a un vrai travail de méthodologie en disant comment est-ce qu'on arrive à construire le produit au fur et à mesure, à impliquer plein de métiers différents, parce que tu as besoin d'impliquer ces métiers, elles ont envie d'être impliquées, et donc impliquer ces métiers, et puis aller à la rencontre des utilisateurs et aller leur montrer des choses, aller leur comprendre ce qu'ils font, comment ils le font, et puis réussir à ne pas en faire une religion, mais quand même le comprendre pour pouvoir avancer. Donc cette innovation-là, c'est de l'innovation méthodo en fait, et qui va amener un produit qui va être différent, qui va être construit différemment par rapport à ce qui a été fait par le passé. Ouais, c'est chouette, c'est-à-dire que en fait limite il n'y a pas de, quand tu dis il n'y a pas de grand soir, il n'y a pas d'innovation majeure, enfin non. Il n'y a pas de... Pour la refonte, il n'y aura pas de grand soir. Tu ne vas pas avoir le 13 décembre, je dis n'importe quoi, le 13 décembre... Donc c'est le 13 décembre le nouveau... Non, pas du tout. Le 13 décembre, on appuie sur un bouton et là, tous les gens ont le site mobile, nouvelle version. Non, ça va être à la fin de l'année, 1% des gens qui auront accès au site mobile. Et puis derrière, on met en place des outils data qu'on n'a finalement pas beaucoup. Donc il y a tout un travail de mise en place d'outils data pour comprendre ce pourcent-là, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, dans quelle direction il va, est-ce qu'il a compris ce que je voulais, là où je voulais l'emmener à ce moment-là, est-ce qu'il n'a pas du tout compris. Enfin, voilà, ça demande beaucoup de connaissances en fait. Et pendant longtemps, on a fait
sans vraiment de connaissance de l'usage, des usages des utilisateurs en général. Et les utilisateurs, c'est juste un pan. La refonte de 2012, il y avait des métiers, mais il n'y avait pas vraiment des métiers de rédaction qui travaillaient sur la refonte. Alors que là, il y a des moments d'échange, il y a des ateliers où tu as un mélange entre les gens du marketing, les community managers, les gens du design, parce qu'on est en train de parler du partage. Qu'est-ce que c'est partager, comment tu partages, sur quoi tu partages. Ou alors la vidéo, enfin voilà, tu vas chercher vraiment des métiers différents et ils ont ce truc d'être engagés dans quelque chose, d'être vraiment dans l'histoire de la refonte. Ce que je trouve absolument génial, c'est que finalement, quand on parle des médias plus traditionnels ou même des startups, en fait, ce qu'on a pu se dire ce soir, c'est que finalement, en fait, là, vous rentrez dans le dur de ce qui est finalement peut-être le plus compliqué, c'est de faire en sorte de développer une mécanique de dynamique et de faire en sorte que finalement, c'est pas juste des individus qui font des trucs cool, mais c'est que tout le monde, finalement, ils trouvent du sens et font en sorte de bouger, mais non pas parce qu'on leur dit de faire, et c'est plutôt parce qu'eux, ils y trouvent un sens et ils trouvent ça. Et je trouve ça vraiment très chouette, en fait, que des médias, que des entreprises décident d'aller dans ce sens-là parce que ça va dans ce sens-là et c'est évident. Et je trouve ça très cool parce que du coup, il y a une espèce de culture très start-up derrière, finalement. Et puis aussi, cette relation avec les start-up, de se dire, on va pas tout développer en interne, on va faire en sorte de bosser avec d'autres pour aussi... On a besoin, en fait. Ouais. C'est vraiment un besoin. Donc, et finalement, ce que je trouve cool, c'est que le thème, c'était plus l'open que l'innovation. Et non, mais j'adore cette idée. Mais je trouve ça très intéressant. J'avais écrit un billet à l'époque pour dire que le data journalisme, c'était plus... Enfin, l'open data, c'était plus l'open qui était important que data. Que les données, ouais. Et à un moment donné, en fait, il fallait juste comprendre ça. Et ayant même écrit cet article-là, je ne m'étais pas fait la réflexion de open innovation, c'est plus open qui est important et pas innovation. Et ce que je trouve cool, c'est que finalement, le monde, on a une vision, le groupe Le Monde surtout, une vision d'entreprise absolument énormissime. Et ce que je trouve très cool, c'est que tu arrives très bien à dire que finalement ça bouge, que des gens font énormément de choses et que culturellement il se passe des choses. Et que ce soit très chaud de pouvoir se dire qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui sont aussi dans des grandes structures et pouvoir se dire, si en fait ça bouge par l'action, ça bouge par l'envie, ça bouge par la proposition, ça bouge par le partage et que c'est pas un truc de oui et en fait nous on arrive à le faire, donc go quoi, faisons-le et donc je trouve ça c'est un beau case study pour... tu peux faire des choses sans forcément avoir des tonnes de moyens derrière. Je pense que c'est aussi un des vrais sujets pour des médias qui n'ont pas forcément de moyens, de réussir à faire des choses sans se dire « Ah le Monde l'a fait, il a passé 2 semaines à mobiliser 8 personnes ». C'est pas le cas. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. J'aurais jamais eu 2 semaines pour mobiliser 8 personnes sur ce sujet-là. Donc il y a vraiment ce côté où c'est pas parce que tu es Le Monde que tu fais des choses avec des gros moyens. Tu fais des choses avec des moyens beaucoup plus modestes, mais tu essaies de les faire. Donc tout comme ce que tu disais sur l'open et l'innovation et la méthodo, en fait, juste des gens qui viennent te dire « Coucou, en fait, nous, on a envie de travailler sur le site mobile, mais on ne sait pas du tout par où commencer », être là pour leur mettre le pied à l'étrier, pour les aider, pour les faire brainstormer dans des conditions de brainstorm qui ne sont pas le café du comptoir, pour les faire réfléchir, dessiner à quoi ça pourrait ressembler, les faire travailler sur des questionnaires d'utilisateurs, les faire travailler sur des choses comme ça un peu plus cadrées que ce qu'ils se connaissent jusqu'à maintenant. Mais ce cadre-là, ils pourront s'en emparer pour le faire après sur d'autres sujets, sur d'autres projets en fait. Très cool. Vraiment, méthodo et voilà, personne n'a la solution, on met en place des méthodes, on travaille ensemble. C'est ça, et c'est de l'échange. On voit ce qui se passe. Je pense que l'échange est important. Je trouve ça intéressant, Sybille disait sur Facebook, bel exemple d'intrapreneuriat. J'aime bien ce mot d'intrapreneuriat, ce côté où en fait on est intrapreneur, donc on est entrepreneur dans une entreprise. Et finalement, tout le monde devient un peu intrapreneur parce que tout le monde a envie de développer des projets en interne. Et je pense que l'intrapreneuriat, ça a des degrés différents. Je pense que là, on parle vraiment du premier degré. C'est-à-dire ce côté pouvoir laisser un peu de temps à des gens pour faire des choses. Après, tu as un deuxième degré qui est de laisser 3 mois ou 6 mois à quelqu'un dans l'entreprise pour monter son projet parce qu'il l'a pitché avant et qu'il a réussi à le vendre. C'est un peu ce que tu fais, toi, en tant que toi. En tant que moi, oui, peut-être. J'avais pas pensé à ça. Que tout d'un coup, en fait, on te dit, tiens, tu vas... Alors, je sais pas combien de temps ça te prend, du coup, si c'est du full-time ou si... Depuis janvier, je fais du full-time dessus, en fait. Et l'année dernière, c'est moi qui ai commencé à raconter que j'avais vraiment vu dans les différents titres ce besoin de justement de se mélanger ou de se rencontrer pour les gens qui font les mêmes métiers, mais que c'est difficile dans le groupe Le Monde parce que tu es sur 3 lieux différents. Donc en fait, depuis janvier, je me balade, là j'ai un peu arrêté pour plein de raisons, mais je me suis baladée le lundi, vendredi j'étais au Monde, le mardi j'étais chez Courrier Télérama, le mercredi j'étais un peu en dehors
ailleurs, dans un Starbucks ou ailleurs ou dans un bureau. Et puis le jeudi, j'étais à l'Obs. Et donc l'idée de se montrer un peu partout, de comprendre un peu quels sont un peu justement les buzzwords qui sont arrivés aux oreilles des uns des autres ou les envies des uns des autres. Et au fur et à mesure du temps, depuis janvier, il y a vraiment ce côté où les gens viennent et te disent, ben là, il faut que je travaille sur ce sujet-là, mais je dois travailler avec une équipe comme ça, mais je sais pas trop comment les cadrer, quel genre d'atelier je pourrais faire et tout. Donc tu as un côté où pour moi, c'est un projet intéressant dans le côté boîte à outils. Parce que je suis pas tout seul, on est deux. Il y a un côté boîte à outils et il y a vraiment ce côté où les gens viennent te voir en disant « J'aimerais bien avancer là-dessus, mais je suis un peu en peine. Comment est-ce que tu pourrais m'aider ?» Génial. Et ça, c'est le plus intéressant en fait. Donc pour tous ceux qui ont envie de monter des pôles R&D dans leur boîte, il va commencer doucement et penser, non pas R&D mais plutôt méthodo, à monter et accompagner les gens. C'est un truc d'accompagnement, accompagnement, méthodo et ouverture et connaissance, je pense, au-delà de R&D. Merci Morgiane. Merci à toi. C'est cool. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Vous étiez assez nombreux ce soir, donc vraiment hyper chouette. Manu qui dit, on parle de Lean, Scrum, Data, Analytics, Collaboration, Entrepreneuriat. Mais pour le monde, c'est quoi le nouveau truc pragmatique mis en place, qui va être mis en place pour son audience? C'est-à-dire en fait, la question, c'est juste de se dire, en fait, on parle de Scrum, Lean, machin, mais c'est quoi les choses pragmatiques? Mais c'est ce que tu disais depuis le début, c'est juste de dire... par exemple, l'équipe qui travaille sur la refonte depuis mai est en train de mettre en place des design sprints. Le design sprint, c'est quelque chose qui a été poussé par Google. Et donc, on est en train justement de travailler sur des sprints pour comprendre. Ensuite, essayer de diverger avec des équipes, essayer de prototyper et puis faire tester à des utilisateurs. Et donc, il y a une équipe qui, au fur et à mesure, sur plein de sujets de la refonte, que ce soit la vidéo, le partage, la une, la page article, plein de choses comme ça, qui le font de cette manière-là. Donc, qui amènent une méthode qu'ils apprennent aussi, parce que voilà, ils n'ont pas appris ça à l'école. Donc, ils apprennent au fur et à mesure et qu'ils mettent en place. Donc, ça, c'est un cas concret depuis mai sur la refonte et ce sera le cas aussi sur d'autres sujets. Pressé de le voir, ce nouveau site. Écoute, du coup, on a tous envie de faire partie des 1%. Des 1%. Pour tester Comment on fait pour faire partie des 1% C'est ça. On verra tu pourrais lancer une page, je pense. Faites partie des 1%. Les 1%, ouais. Je pense qu'il y a un truc à faire. Puis tu collectes de la data. Tout à fait. Merci beaucoup, Morgiane. Merci à toi. On a quasiment discuté une petite heure. Merci à tous. J'espère que vous avez plein de questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions en plus. Poser des questions et puis du coup, avec Morgiane, on répondra avec plaisir. Parce que du coup, on connaît assez bien les Facebook et tout ce qui est mobile, Facebook, on aime bien. Donc, on pourrait répondre sans souci. Déjà, un téléphone. On pourrait y répondre sans souci. La semaine prochaine, j'ai un gros doute, je vous avoue. Je ne sais plus du tout qui vient la semaine prochaine. Si, c'est Mathieu Dardy qui va venir. Mathieu, c'est un mec absolument génial. Il a monté un projet qui s'appelle Ticket for Change. Ticket for Change, c'est comment est-ce qu'on accompagne les entrepreneurs du changement, les entrepreneurs d'économie sociale et solidaire, à faire un tour de France, à rencontrer des gens absolument passionnants comme Pierre Rabhi et énormément d'autres. Je crois que c'est Thierry Marx, qui est un très grand cuisinier, qui est un de leurs parrains. C'est des gens absolument géniaux. Je suis vraiment très content de recevoir Mathieu. Et on va parler économie sociale et solidaire, on va parler d'entrepreneuriat. Et on va surtout essayer de parler de comment est-ce que du coup, avec quelques leviers, on arrive à atteindre ses objectifs, à atteindre ses rêves et à juste découvrir ses passions. Et donc, on va parler de tout ça. Gros sujet la semaine prochaine. Je suis hyper content de recevoir Mathieu. Merci pour tout, Morgiane. On te retrouve comment et où? Écoute, à part à la maternité. Non, ça c'est pas la peine de venir. Non, mais si vous avez des questions, sur Facebook, sur Twitter. Donc sur Twitter c'est Morgiane A. Sur Facebook aussi, je suis là et puis je réponds à toutes les questions. J'ai le temps. N'hésitez pas, posez-moi des questions, occupez-moi s'il vous plaît. Non mais vrai, et même si je pense que si vous avez des projets de médias ou des projets de start-up liés aux médias et compagnie, je sais que je rencontre pas mal de gens et j'ai rencontré il y a pas longtemps Articly, qui s'appelait Moment avant et qui est une start-up qui commence à sortir sur comment est-ce que tu arrives à engranger de l'actu qui est assez intéressante. Donc j'essaie de les aider à avancer s'ils en ont besoin, mais avec grand plaisir, que ce soit des questions ou me raconter des choses. Pitch ou des... Ouais. Par contre, elevator pitch, pas plus de 3 minutes parce qu'après... Merci pour tout et merci de nous avoir suivis. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.